Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de correction du QCM du mois de mars. Donc, nouveau format aujourd'hui pour les corrections. On passe sur des vidéos enregistrées. L'idée de cette vidéo, ça va être donc de corriger les 20 questions que vous avez eu à faire. Pas forcément pour répondre aux questions, mais surtout pour les aborder d'un point de vue méthodologique et essayer de trouver les pistes, les éléments pour trouver la bonne réponse et ne plus se tromper dans les questions de code. Donc on va commencer tout de suite avec la question 1. Alors, l'idée pour commencer, ça va être de repérer les mots-clés de ces questions. Alors, si on la lit, on voit qu'on parle d'une contre-attaque. On voit qu'on parle également d'un joueur supplémentaire. Hop. On parle d'un joueur qui ceinture en défense et qui anéantit une occasion manifeste de but. Une occasion manifeste de marquer un but. Alors, par rapport à la façon dont on va répondre, on va distinguer les deux types de sanctions qu'on va devoir décider. D'un côté, on aura la sanction sportive, de l'autre côté, la sanction disciplinaire. La sanction sportive, ça va être en général assez facile à savoir, puisque soit on vous parlera d'occasion manifeste de but, ou alors de joueurs seuls au-dessus de la zone, ou alors de joueurs en contre-attaque. Voilà, donc vous allez avoir les éléments assez facilement pour trouver cette réponse. Pensez bien que quand vous devez répondre à une question de ce type, on distingue la sanction sportive et la sanction disciplinaire. On gère chacune de son côté. Ici, on nous parle clairement d'un anéantissement d'une occasion manifeste de but. Donc l'attaquant est en OMB, la décision qui va s'imposer au niveau sportif, forcément, c'est jet de 7 mètres. Ici, on n'a pas à discuter. Maintenant, on va s'intéresser à la sanction disciplinaire. On a un joueur qui ceinture à 5. Donc, une ceinture, on pourrait se dire que ça va être 2 minutes. SPA 2 minutes. Le problème, c'est que c'est également un joueur supplémentaire qui intervient. Donc, le joueur n'a pas à être sur le terrain, pardon. Dans ce cas-là, un joueur supplémentaire qui sort du banc, qui ceinture un joueur en contre-attaque, alors on va être sur une disqualification avec rapport écrit. Donc là, l'élément qui était finalement le plus important par rapport à la sanction disciplinaire, c'était le fait que c'est un joueur supplémentaire qui rentre sur l'aire de jeu. Si on avait été sur un joueur on va dire de champ, qui avait sa place sur le terrain, on aurait simplement été sur SPA2, donc exclusion de B7. Donc réponse, disqualification de B7 avec rapport écrit, jet de 7 mètres. La question 2. De la même façon, on va essayer de distinguer la sanction disciplinaire de la sanction sportive. Pour ça, on va aller regarder les éléments qui nous importent. Alors, on voit assez rapidement déjoue une occasion manifeste de marquer un but. Donc, déjouer une OMB. On voit aussi qu'on pousse. Et voilà, on a un joueur qui est en suspension et qui perd l'équilibre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans le début de la question, c'est qu'on est sur un joueur qui n'est pas inscrit sur la feuille de match et qui rejoint immédiatement l'aire de jeu. Donc là aussi, on est dans le cas d'un joueur qui ne devrait pas être sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Déjouer une occasion manifeste de but, ça veut dire jet de 7 mètres. Pour la sanction sportive, encore une fois, comme je vous disais sur la question 1, c'est assez simple à répondre. La réponse est donnée par la question. À partir du moment où on déjoue une occasion manifeste de but, jet de 7 mètres. Au niveau de la sanction disciplinaire, comme sur la question 1, on a un joueur qui n'est pas inscrit sur la feuille de match, qui rentre sur le terrain alors qu'il n'a pas à le faire, qui déjoue une occasion manifeste de but en poussant en suspension. Donc là, pour ces critères-là, surtout pour le fait que le joueur n'a pas à être sur le terrain, on va être sur une disqualification avec rapport écrit. Réponse D. Mais aussi, comme le joueur n'est pas inscrit sur la feuille de match, c'est de la responsabilité de l'officiel d'équipe, donc on va lui mettre une sanction progressive. L'officiel d'équipe est responsable également des joueurs qui sont dans sa zone de managerat, qui sont sur le banc de touche, et de fait des joueurs qui rentrent ou non sur le terrain.
Donc les réponses, c'était la réponse A, D et E. Jet de 7 mètres, disqualification avec rapport écrit, sanction progressive. On va faire la question 3. Alors celle-là, elle est un petit peu différente. On n'est pas sur le cas d'un fait d'une situation de jeu. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser là-dessus? Ce qui va nous intéresser, c'est le fait que... Alors, où est-ce que je suis? Je suis là-bas. Hop, ok, j'étais là. On est sur un officiel de l'équipe A qui proteste. Et l'information qui est importante, c'est qu'il avait déjà reçu un avertissement. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est le règlement sur les sanctions aux officiels. On n'oublie pas que les officiels, les 4 officiels d'une équipe, ne peuvent recevoir qu'un seul avertissement, qu'un seul 2 minutes, et ensuite, ça sera des disqualifications. Donc ici, l'officiel A proteste, mais il a déjà reçu un avertissement. Donc nous, on va le resanctionner, parce que c'est un comportement antisportif. Mais comme il a déjà été averti, la seule chose qu'on peut faire, c'est une exclusion. On ne va pas aller sur une disqualification, puisqu'il n'y a pas mention ici d'insultes ou de comportement antisportif grossier ou particulièrement grossier. Donc, on va rester sur une sanction progressive, une progressivité dans la sanction. On peut mettre des sanctions pendant la mi-temps, donc la réponse D n'est pas recevable. Par contre, comme on a exclu l'officiel, l'équipe A va être réduite d'un joueur sur l'aire de jeu pendant 2 minutes au début de la seconde période. Pendant la mi-temps, si on sanctionne un joueur ou un officiel, l'impact au retour des vestiaires est le même que si ça avait été pendant le jeu. Donc on retire un joueur à l'équipe A en raison de l'exclusion de l'officiel. Réponse A et C. Hop. Alors, ok. Question 4 maintenant. Donc, les informations importantes. On a que A6 avait été exclu 2 fois. Il commet une faute de changement. Et en plus de ça, puisque c'était pas assez, il commet un comportement antisportif particulièrement grossier. Au moment où les arbitres l'informent du mauvais changement. Alors là, il y a beaucoup d'éléments importants. On a un joueur qui a été exclu 2 fois de 2 minutes. Donc, s'il en reprend un, forcément, c'est disqualification. L'idée ici, c'est de traiter la question, on va dire, étape par étape. La première chose qui se passe, c'est qu'il commet la seconde faute de changement de son équipe. Faute de changement égale exclusion. Donc la première réponse qu'on peut cocher, c'est exclusion de A6. Ça, au moins, on a traité. Mais en plus de ça, ça ne lui suffit pas. Donc A6, qui devrait du coup être disqualifié pour 3 fois 2 minutes, est coupable d'un comportement antisportif particulièrement grossier. Là, on peut cumuler les 2 sanctions. C'est pas parce que A6 aurait déjà dû prendre rouge pour son 3x2 qu'on ne va pas lui mettre le rouge, la sanction qui correspond au comportement antisportif particulièrement grossier. Maintenant, vous, dans votre tête, quand vous voyez comportement antisportif particulièrement grossier, ça doit rimer avec rouge rapport. Donc, une disqualification avec rapport écrit, autrement dit. Donc là, tout de suite, on va pouvoir venir cocher la réponse C. Donc on a traité la première partie, puisque A6 commet la seconde faute de changement, il y a l'exclusion de A6. On a traité la deuxième partie, puisqu'il y a un comportement antisportif particulièrement grossier. Dans votre tête, comportement antisportif particulièrement grossier égale rouge rapport, donc la réponse C. Et maintenant, il faut savoir quelle réduction ça entraîne pour l'équipe sur le terrain. Ce qui est important à voir ici, c'est le dernier morceau qu'on a surligné. Le comportement antisportif intervient pendant que les arbitres informent le joueur du comportement antisportif, du changement irrégulier, pardon. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le temps est arrêté. Donc, j'ai un joueur qui prend une exclusion et dans la même période d'arrêt du temps, reprend une deuxième sanction. En l'occurrence, une disqualification avec rapport. Donc, dans ce cas-là, on a un cumul des temps de suspension, donc 2 minutes plus 2 minutes, ce qui veut dire que l'équipe est réduite
d'un joueur sur l'aire de jeu pendant 4 minutes. Si A6 avait commis le comportement antisportif après la reprise du jeu ou avant l'interruption du temps de jeu, on aurait été sur 2 plus 2. Mais là, on est sur la même période, donc 2 joueurs qui sortent du terrain. Donc l'équipe qui aurait été réduite de 2 joueurs. Ici, on est sur 2 sanctions dans la même phase d'arrêt du temps de jeu, bien sûr, pour le même joueur. Donc, un joueur de moins pendant 4 minutes. Et A6 qui rejoint les tribunes ou son vestiaire. Réponse A, C et F. On peut passer à la question 5. Alors, on est toujours sur les cas de mauvais changements et de choses comme ça. Donc, on va regarder. On a un joueur qui est exclu. Et au bout d'une minute, il est renvoyé sur l'aire de jeu. Avant le coup de sifflet du chronométreur, il déjoue une occasion manifeste de marquer un but de l'équipe B. Alors, on va faire pareil. On va traiter partie par partie. A2 est exclu. Il est renvoyé 1 minute après l'exclusion sur l'aire de jeu. Donc en gros, il rentre 1 minute trop tôt. Ça veut dire qu'on a un mauvais changement. On a un joueur qui rentre trop tôt. Ensuite, A2 déjoue une occasion manifeste de marquer un but. Donc, la sanction sportive, vous la trouvez tout de suite. On déjoue une occasion manifeste de marquer un but, ça rime avec jet de 7 mètres. Donc si on procède par élimination, on peut déjà enlever la réponse 1. Maintenant, comme dans les questions 1 et 2, A2, il est sur le terrain en tant que joueur supplémentaire. Il n'a pas à y être. Ce qui veut dire que on va être sur... Ça va correspondre à un comportement antisportif particulièrement grossier. On va donc être sur un rouge avec rapport. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi le mauvais changement qui est à prendre en compte. Donc on a le jet de 7 mètres pour l'occasion manifeste de but qui est déjoué, le rouge rapport pour A2 qui déjoue cet OMB alors qu'il n'a pas à être sur le terrain, et la réduction supplémentaire qui doit se faire puisque A2 est rentré trop tôt. En conséquence, on a un jet de 7 mètres pour B, une disqualification de A2 avec rapport écrit, et puis on enlève un joueur de A pour la minute qui reste de l'exclusion. Réponse D. Bon, celle-là, elle est un petit peu plus technique, puisqu'il propose une seule réponse, donc il faut bien voir tous les éléments qu'il nous faut dans la réponse. On pouvait enlever la B et la C toujours par élimination, puisque le fait de déjouer une OMB en sortant du banc entraîne un rouge avec rapport. On peut passer à la question 6. Alors, ici, de la même façon, on va regarder les éléments importants. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un joueur qui barre le chemin. Alors, il faut que je me remette au bon endroit. Voilà. Qui barre le chemin, voilà, qui barre le chemin avec son torse. Donc là, c'est un petit peu une question piège, puisqu'on essaye de vous faire chercher un problème, alors que il n'y en a pas vraiment. J'ai le droit, d'après le code, j'ai le droit de barrer le chemin d'un attaquant avec mon torse. Avec le torse, j'ai le droit. J'ai pas le droit, par exemple, avec les fesses si elles sortent du cylindre, j'ai pas le droit avec les bras. Mais avec le torse, j'ai le droit. C'est un petit peu par définition ce qu'on appelle un bloc. Donc là, il n'y a pas de souci dans le comportement du pivot A7. Donc on va être sur... Hop là, je suis là. On va être sur une poursuite du jeu. Voilà. Quelques petits soucis techniques, mais ça va le faire. Réponse C, poursuite du jeu. Alors, on procède toujours de la même façon. On recherche les éléments importants dans la question. Ici, on a une occasion manifeste de marquer un but. Dans votre tête, ça doit faire tilt. On sait ce qui va se passer.
B7 essaye de lui faire tomber le ballon de la main, donc c'est bien, c'est un bon essai, mais il ne touche que l'avant-bras. Le ballon passe à côté du but. Alors, on va faire exactement pareil que dans les premières questions, on va distinguer la partie sportive de la partie disciplinaire. Partie sportive, est-ce qu'il y a jet de 7 mètres, est-ce qu'il y a jet franc, est-ce qu'il y a renvoi, est-ce qu'il y a poursuite du jeu. Ici, A4 a une occasion de marquer un but, c'est un ailier, et on lui touche l'avant-bras pendant qu'il tire. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait réparation, puisque finalement B7 déjoue l'occasion manifeste de but. Donc, on va réparer ça par un jet de 7 mètres. Alors maintenant, au niveau de la sanction disciplinaire, on a un joueur qui touche l'avant-bras d'un ailier qui va au tir. Là, ce qui est important, c'est de regarder par rapport aux critères de décision. Dans celle-là, on n'a pas mention de est-ce qu'il est sur le côté, est-ce qu'il est par derrière, on n'a pas mention d'intensité et on n'a pas mention de répercussion. Donc, on n'aurait qu'un seul critère d'activer sur les 4. Donc, la réponse qui est donnée dans le questionnaire, c'est de ne pas donner de sanction progressive pour B7. Puisque finalement, on n'aurait qu'un seul critère d'activer, on va dire, et on ne serait pas sur un contact sur le côté ou un contact dans le dos. On ne serait pas sur le buste touché ou les hanches ou quelque chose comme ça ou le visage. Maintenant, bien souvent, sur des situations comme ça, on peut plutôt se tourner vers une SPA de minutes, puisque voilà, on est quand même sur un ailier qui est touché pendant un tir. Voilà. Donc là, la réponse qui est donnée, c'est pas de sanction progressive pour B7. Maintenant, tout dépend, encore une fois, sur le terrain de la situation et voilà, des différents critères dont on n'a pas mention ici, tels que voilà, l'intensité, la répercussion, la position, les critères que vous connaissez. Par rapport à cette question et au seul critère qui est donné, la réponse qui convient, c'est pas de sanction progressive pour B7. Voilà, donc réponse D et E. On peut passer à la question suivante, la question 8. Alors, toujours le même principe, on ne va pas changer. On a un attaquant qui est en contre-attaque. On a un gardien qui quitte sa surface de but et qui prend possession du ballon, élément important, et qui entre en collision. Cependant, un défenseur aurait sans doute pu arrêter irrégulièrement le joueur à 6. Alors là, j'aurais pu m'arrêter de lire la question au deuxième point. J'aurais pu m'arrêter de la lire ici. Ce qui suit, mon trait jaune, je n'en ai plus besoin. Si, normalement, vous connaissez le règlement, un gardien, qui quitte sa surface de but sur une contre-attaque et qui entre en collision avec A6, il n'y a aucune question à se poser. Jet de 7 mètres, disqualification. Ça, c'est, j'ai envie de dire, du non négociable. Hein. On peut prendre l'exemple de Vincent Girard sur sa dernière disqualification. Je crois que c'était lors de la dernière compétition internationale. Voilà. Il ne le touche pas beaucoup, on sera tous d'accord là-dessus, mais à partir du moment où il y a contact entre un attaquant en contre-attaque et un gardien de but, la décision c'est 7 mètres et disqualification. Je crois que c'est la règle 7 sur le gardien de but. Voilà, réponse B et C. Alors, petite rectification, c'est la règle 5 sur le gardien de but et pas la règle 7. Ceci étant, on peut passer à la question 9. Alors, j'ai un attaquant qui veut faire une passe à un coéquipier. Le coéquipier se retrouve seul dans l'autre moitié de l'aire de jeu, d'accord. Et puis, on a une ceinture par B5, avec un joueur qui avait déjà reçu un avertissement. Bon, ici, on va refaire pareil, on va distinguer la sanction sportive de la sanction disciplinaire. Là, j'ai pas de mention de contre-attaque, d'occasion manifeste de but, de joueur démarqué devant la zone. J'ai pas ces mentions-là. Donc, je ne suis pas en occasion manifeste de but. Voilà. Je n'ai pas l'élément dans la question qui peut me faire dire que je suis en occasion manifeste de but. On pourrait être influencé par le se trouvant dans l'autre moitié de l'aire de jeu, mais ça ne me dit pas que je suis en occasion manifeste de but. Donc, je ne
peux pas considérer que je le suis. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un des éléments que je vous ai dit, la contre-attaque, l'occasion manifeste de but, ou un joueur seul autour de la zone, ou une mention comme ça. Ici, je ne l'ai pas, donc il n'y aura pas de jet de 7 mètres. Ça tombe bien, on ne le propose pas dans les réponses. Maintenant, on a un défenseur qui ceinture, donc une ceinture, c'est répréhensible et sanctionnable selon la règle 8. Maintenant, j'ai un joueur qui a déjà été averti, donc je ne pourrais pas lui en remettre un deuxième. Ça, normalement, on est tous au clair là-dessus. Maintenant, j'ai pas de mention de violence, d'intensité particulière, j'ai pas de mention de répercussion, donc je pourrais pas être sur une disqualification. En conséquence de tout ça, la seule réponse qui va s'imposer, c'est l'exclusion de B5, et donc, puisqu'on n'est pas en occasion manifeste de but, je vais rendre un jet franc pour l'équipe A. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. C'est bien la règle 8 pour les sanctions et la partie sur le ceinturage. On peut passer à la question 10. Alors, on a A9 qui reçoit le ballon. Où est-ce que je suis? Je suis là. Hop, je suis reparti. Alors, A9 reçoit le ballon. Voilà. Ici, nouvel élément important, démarquer en position de pivot à la ligne de surface de but. C'est le troisième élément dont je vous parlais par rapport à la situation d'OMB. Contre-attaque, occasion manifeste de but, ou alors démarquer à la ligne de surface de but. Alors, clairement, si je suis démarqué à la ligne de surface de but, je suis en situation d'OMB. Donc, voilà, tout ce que ça va entraîner derrière. Dernier élément, son bras tireur est tiré en arrière. On procède toujours de la même manière, on distingue la sanction disciplinaire de la sanction sportive. Sanction sportive, je vous ai déjà donné la réponse, puisque je suis démarqué à la ligne de surface de but, donc je suis en occasion manifeste de but. Conséquence, jet de 7 mètres. Alors, par rapport à la sanction disciplinaire, donc les éléments qu'on a, c'est un bras tireur qui est tiré en arrière. Donc si on prend par rapport aux critères, on a la position du corps, la partie du corps touché, pardon, le bras tireur, et la position du défenseur. Si je tire le bras en arrière, c'est forcément que je suis derrière l'attaquant. On a déjà deux critères quand même assez importants d'allumer. Hein, la partie du corps touché, il est clairement activé puisque le bras tireur, ça peut être quand même très dangereux. En plus, je suis par derrière. Et on a aussi la répercussion. N'oubliez pas que la répercussion, c'est sur l'intégrité de l'attaquant, mais c'est aussi sur la situation sportive qui était en jeu. Donc là, je déjoue en plus une OMB. Tout ça, ça peut vous amener à vous poser la question du rouge. On va être entre le 2 minutes et le rouge. Et là, la réponse qui est conseillée par le questionnaire, c'est une disqualification sans rapport écrit. Donc la réponse D. Hop, voilà. On a, on va dire, voilà, 2 critères et demi d'allumé. Donc on peut se poser la question du rouge et on peut tout à fait aller au rouge. En général, quand vous verrez bras tireur tiré en arrière, on sera sur du rouge. Essayez de vous représenter à quoi ça correspondrait sur le terrain. C'est quand même assez dangereux. Donc on peut être sur un rouge. Par contre, il n'y a pas besoin de rapport. Réponse B et D. Question 11. On part toujours dans le même principe. A7 se trouve au centre de la défense. On essaie de lui faire une passe en rebond. Et on a un défenseur qui essaye de repousser le ballon avec le pied. Le ballon touche la jambe inférieure et est dévié. Donc, touche la jambe et dévié dans le but de A. Donc, cette question-là, elle est un petit peu plus difficile à cerner et à visualiser, je pense. Donc, j'ai un joueur B3 qui a le ballon, qui cherche à faire une passe à rebond, on peut imaginer, à un pivot. Et moi, j'ai un défenseur qui essaye de repousser ce ballon avec le pied.
La balle finit par toucher la jambe et va dans le but. Donc la question à se poser, c'est déjà, est-ce que le but est valable ou non? Pour que le but ne soit pas valable, il faudrait qu'il y ait eu une faute de l'équipe qui attaque. Donc si on reprend la question, est-ce qu'il y a une faute de l'équipe qui attaque? La première chose à comprendre déjà, c'est qui est en attaque. Donc là, comme c'est B3 qui essaye de faire la passe, on en déduit que l'équipe B est en attaque. Et je n'ai aucune mention d'une faute commise par l'équipe A. La seule faute, commise par l'équipe B. La seule faute qui a été commise, c'est le joueur A7 qui fait un pied. Comme l'équipe B ne commet pas de faute avant que la balle rentre dans le but, il n'y a aucune raison de refuser le but, donc on le valide. Maintenant, on va pas s'arrêter là, parce que j'ai quand même un joueur A7 qui essaye à plusieurs reprises de repousser le ballon avec le pied. On est dans le cadre d'un comportement antisportif. Là, on n'est pas sur un joueur qui a les jambes clouées dans le sol et le ballon lui vient sur le pied. Dans ce cas-là, on pourrait ne rendre que jet franc. On a un joueur qui essaye clairement de repousser le ballon avec le pied. Donc là, on va le sanctionner par une sanction progressive. Attention, hein, c'est pas tout de suite exclusion. Dans le règlement, un pied volontaire, c'est SPP, donc sanction progressive. Réponse B et D. On peut passer à la question 12. Alors, donc, j'ai un tir au but de l'équipe A. Le ballon rebondit sur le montant, touche le pied du joueur B3, qui se trouve sur l'aire de jeu et pénètre dans le but. Même principe que pour répondre à la question d'avant. La question, ça va être, est-ce que le but est valable ou non? Donc de la même façon, la question c'est, est-ce que l'équipe A, qui est en attaque, a commis une faute avant que le ballon rentre dans le but? Si je relis la question, je n'ai aucune mention d'une faute de l'équipe A. La seule personne qui a commis une faute, c'est le défenseur B3 en touchant le ballon du pied. L'équipe A n'a pas commis de faute avant le but, donc je n'ai aucune raison de lui refuser le but. Réponse, but pour A. Si c'est ça, but pour A. Maintenant, ici, j'ai pas de mention d'un joueur B qui aurait cherché à repousser le ballon ou qui aurait essayé d'avoir un comportement antisportif. On imagine que c'est coup de pas de bol, ça tape le poteau, ça revient sur le pied. On n'a pas ici de mention d'un côté volontaire dans ce pied ou d'une volonté de comportement antisportif. Donc il n'y a pas d'histoire de sanction à mettre. Seule réponse, la réponse B, but pour A. Question 13 maintenant. Donc le gardien repousse un tir. Il faut que je retrouve où je suis là. Je repousse un tir au but. Le ballon rebondit sur A3, donc qui est de la même équipe que le gardien de but, qui se trouve 2 mètres dans la zone. Voilà. Et le ballon entre dans le but. On est une nouvelle fois sur le même type de question. L'objectif, c'est de savoir si le but est valable ou non. Donc, de la même façon, est-ce que l'équipe en attaque a commis une faute ou non? Vous noterez bien que sur les 2 premières questions, l'équipe en défense commet une faute, mais ça ne nous empêche pas de valider le but. Voilà. C'est pas parce que l'équipe qui défend commet une faute qu'on va le refuser. Hein. On ne refuse le but que si l'équipe qui est en attaque commet une faute, ce qui n'était pas le cas dans les 2 précédentes questions. Donc ici, le gardien A repousse le tir au but, donc l'équipe A est en défense, et le ballon rebondit sur un joueur qui se trouve dans la zone, et ensuite ça rentre dans le but. Donc ici, vous remarquerez qu'on ne parle même pas de l'équipe qui attaque. On en déduit donc qu'elle ne commet pas de faute. Il y a donc un but marqué par l'équipe B sans qu'elle ne commette de faute. En conséquence de ça, on va valider le but pour l'équipe B indépendamment du fait que A3 se trouve dans la zone. Ça, c'est pas notre problème. On va pas revenir à une faute ou
refuser le but au prétexte que A3 est dans la zone. Ça, c'est pas le problème déjà de l'équipe B, et c'est pas notre problème à nous, on va pas refuser un but pour ça. Réponse D, but pour B. Question 14. Alors, le gardien de but positionné sur la ligne de but tient le ballon pendant 4 secondes. Le ballon a dépassé aux 3/4 la ligne de but. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans qui doivent être pris en compte. Donc là, en gros, la question c'est est-ce qu'on doit rendre renvoi, jet franc, but? Voilà, il y a plusieurs. C'est d'ailleurs les 3 réponses proposées. Il y a plusieurs éléments de réponse qui vont, éléments de réponse qui vont nous permettre de trouver la bonne situation correspondante. Le premier élément à prendre en compte, c'est que le gardien de but tient le ballon. De la même façon que pour OMB et compagnie, pour vous, quand vous voyez ça, ça doit faire tilt dans votre tête. Si le gardien tient le ballon est considéré comme étant hors jeu, puisqu'il a été contrôlé par le gardien de but, et donc le ballon revient en jeu par l'exécution d'un renvoi. Donc, déjà, il ne pourra pas y avoir de but pour l'équipe A. Pour l'équipe B, pardon. Voilà, puisqu'il doit forcément y avoir exécution du renvoi. La réponse A, on peut l'éliminer. L'autre élément qui nous permet d'éliminer la réponse A, c'est que la balle n'a dépassé la ligne de but qu'aux 3/4. Et là, on sait tous qu'il n'y a but que si le ballon a franchi l'intégralité de la ligne de but. Je l'ai dépassé qu'aux 3/4, il ne peut pas y avoir but. À la fois parce que le gardien a contrôlé le ballon et parce que le ballon n'a pas entièrement franchi la surface de but. Maintenant, l'autre élément qu'on n'a pas pris en compte, c'est cette histoire de 4 secondes. Comme je vous l'ai dit, le gardien a contrôlé le ballon. Donc, il doit y avoir renvoi pour que le ballon revienne en jeu. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas sanctionner le gardien parce que ça fait 4 secondes qu'il a la balle en main. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va le laisser exécuter le renvoi et on pourra mettre un coup de sifflet de reprise pour le forcer à exécuter le renvoi. Mais en tout cas, le jeu reprendra par un renvoi pour l'équipe A. Réponse C. On ne peut pas mettre le but et on ne peut pas donner jet franc puisque le gardien a contrôlé le ballon. Le ballon est considéré comme mort, comme hors-jeu. Il revient en jeu par l'exécution d'un renvoi correctement exécuté, évidemment. Question 15. A3 pénètre dans sa surface de but. Donc l'élément qui nous intéresse, c'est surface de but. Ce qui nous intéresse également, c'est qu'il essaye de contrer un tir avec son pied. On se souvient de la question précédente. Il y parvient, mais le ballon entre dans le but. On est toujours sur la même question. Est-ce que le but est valide ou non? Ici, on va se reposer la même question. Est-ce que l'équipe B commet une faute qui pourrait nous conduire à refuser le but inscrit? Comme dans la question précédente, on ne parle même pas de l'équipe B. Donc, on en déduit qu'elle ne commet pas de faute. Et comme elle ne commet pas de faute, il n'y a aucune raison valable qui pourrait faire qu'on refuse le but. Donc, on valide le but pour l'équipe B. Réponse C. On pourrait d'ailleurs y ajouter une sanction progressive pour l'équipe, pour le joueur A3, donc un avertissement. Mais comme il y a but, on se passe, c'est même pas on peut, c'est on se passe de l'avertissement. Mais voilà, on a par contre ici la présence d'un comportement antisportif. On passe à la question 16. Alors, j'ai un 11 qui lobe un gardien fort avancé. Avant que le ballon ne puisse franchir la ligne de but, le manager général de l'équipe B, qui était assis dans la première rangée de spectateurs derrière le but, détourne le ballon. Les éléments qu'on prend en compte ici. Avant que le ballon ne puisse franchir la ligne de but. Manager général de l'équipe B. Et l'autre élément, ça va être assis dans la première rangée de spectateurs. Et bien sûr, détourne le ballon.
Donc ici, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est qui intervient sur cette situation? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est une personne présente sur la feuille de match ou non? Nos réponses vont changer en fonction de la réponse à cette question. Ici, c'est le manager général de l'équipe B. Il faut faire attention à ce terme. C'est pas parce qu'il est manager général qu'il est sur la feuille de match. Et là, en plus de ça, il est assis dans la première rangée des spectateurs. On peut donc en déduire qu'il n'est pas sur la feuille de match. En tout cas, il n'est pas dans les 14 joueurs ou dans les 4 officiels. Donc il n'est pas autorisé à participer à la rencontre. Ça, c'est une certitude, puisque sinon, il ne serait pas dans la première rangée des spectateurs. On est donc sur un joueur qui n'est pas, pas un joueur, une personne qui n'est pas inscrite sur la feuille de match électronique, sur la FDME. Maintenant, on a ici la mention avant que le ballon ne puisse franchir la ligne de but. Ce qui veut dire que sans l'intervention de ce manager général, de cette personne, il y aurait eu but. Et là, quand vous avez une personne extérieure au jeu, donc une personne qui n'est pas sur la feuille de match, un élément qui n'est pas sur la feuille de match, qui intervient sur le jeu et qui déjoue un but où vous êtes sûr qu'il y aurait eu but sinon, dans ce cas-là, vous devez quand même valider le but. Donc ici, on a but pour l'équipe A. Je rappelle pourquoi. On valide le but puisque vous êtes sûr qu'il y allait y avoir but, mais on a quelqu'un qui est extérieur au jeu, qui n'est pas sur la feuille de match, qui n'est pas autorisé à participer, qui intervient dans le jeu. En conséquence de ça, on valide quand même le but. Maintenant, se pose la question de la sanction. Donc on pourrait se dire, bah ça, il n'y a pas de doute, c'est rouge rapport. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce manager général, il n'était pas sur la feuille de match. Donc on ne peut pas disqualifier une personne qui n'est pas qualifiée, qui n'est pas sur la feuille de match. Donc la seule chose qu'on pourra faire, c'est un rapport écrit. La raison de ce rapport écrit et du fait qu'il n'y ait pas de sanction, c'est le fait qu'il n'est pas sur la feuille de match. Voilà. Question 17. Alors que le score est de 25-25 et qu'il reste 2 secondes à jouer, alors on a un dirigeant de l'équipe A qui n'est pas sur la feuille de match et qui intercepte un ballon qui file dans le but, qui empêche ainsi un but de B. Immédiatement après, le signal de fin de match retentit. Donc ici, élément important, le 25-25. Un dirigeant de l'équipe locale A ne figurant pas sur la feuille de match, souvenez-vous la question d'avant, qui intercepte le ballon qui file droit vers le but. Voilà. Volontairement, je n'ai pas surligné le temps de jeu, puisque ici, on va voir qu'en fait, peu importe le temps de jeu, on aura la même situation. Bon. À la différence ici qu'on va avoir à la fin, enfin tout de suite après à la fin du match, mais voilà, c'est pas un élément capital dans votre prise de décision. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la même question, enfin c'est les mêmes éléments de réponse que la question précédente. J'ai une personne qui n'est pas sur la feuille de match, là c'est précisé très clairement. Je ne suis pas sur la feuille de match, j'interviens sur le jeu et j'empêche un but alors que moi en tant qu'arbitre j'avais la certitude qu'il y aurait eu but. Le but doit être validé, donc le score passe à 25-26. Et comme ensuite il y a l'interruption, enfin le signal automatique de fin de match, le résultat final est de 25-26. Je rappelle, hein, j'ai une personne qui n'est pas sur la feuille, qui intervient sur le jeu alors que j'ai la certitude en tant qu'arbitre qu'il y aurait eu but. Dans ce cas-là, la réparation qui s'impose, c'est de valider quand même le but. C'est un petit peu, je dirais, contre nature parce qu'on doit valider un but qui n'a jamais eu lieu, mais là on le valide quand même. Voilà. Et comme tout à l'heure, comme la personne n'est pas sur la feuille de match, on se contentera d'un, je sais pas où je suis là, d'un rapport écrit. Réponse C et E. Ça serait la même chose par exemple, c'est des situations en général dont on parle un petit peu en rigolant, ça serait la même chose avec un chien qui traverserait la zone et qui empêcherait un ballon de rentrer dans le but. Voilà. On serait sur un élément extérieur au jeu qui empêche un but, donc ça serait la même chose.
Question 18. L'équipe B marque un but. On a A qui effectue un engagement rapide. Et 2 passes après, l'équipe A marque un but. À ce moment-là, le chronométreur siffle, puisque B9 avait encore 20 secondes à 1 de moins, au moment où il a tiré le jet de 7 mètres. Décision correcte. C'est là qu'il va falloir décider. On se rappelle les règlements, on se rappelle jusqu'à quand un arbitre est en droit d'annuler un but, et on se souvient qu'à partir du moment où l'engagement a été sifflé, on ne peut plus annuler un but. Maintenant, on peut revenir à la question. B marque, l'équipe A effectue l'engagement rapide. À partir de ce moment-là, donc à partir de, on va dire ici, je ne peux plus annuler le but de B. Non. Je ne peux plus annuler le but de B. Maintenant, l'équipe A joue l'engagement rapide, marque aussi. Donc j'ai un but de B, un but de A. Et là, j'ai le chronométreur qui intervient en me disant que au tout début, quand B a marqué son jet de 7 mètres, il n'avait pas le droit d'être sur le terrain. Bon. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que je retire le but ou pas, puisqu'il n'avait pas à être sur le terrain. Et donc, comme je viens de vous le dire, à partir du moment où l'engagement a été joué, je ne peux plus refuser le but. Donc le but de B doit forcément être validé, il est valable. Et maintenant, A, il n'a rien demandé, lui. Donc A, son but, il n'y a pas de raison non plus de le refuser. Puisqu'il n'y a pas eu de mauvais changement de A, il n'y a pas eu de marché de A, il n'y a pas eu... Voilà. Il n'y a eu aucune irrégularité de la part de l'équipe A. Donc on valide le but de B parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'engagement a été effectué. Et on valide le but de A, puisque A n'a rien fait qui pourrait entraîner un but non valable. Donc les deux buts sont valables. Par contre, maintenant, B, il est quand même rentré trop tôt. Il n'avait pas à être sur le terrain à ce moment-là. Donc, il reçoit sa deuxième exclusion. On est tout simplement dans le cadre d'un mauvais changement. Voilà. Bien penser à ça. C'est pas parce qu'on se rend compte plus tard qu'un joueur de B a commis une erreur sur un but qu'on peut le refuser. À partir du moment où l'engagement a été sifflé, je ne peux plus le refuser. Réponse B et C. Allez, avant-dernière question, la 19. Donc, j'ai une équipe qui encaisse un but, ça fait 22-21 pour elle. Coup de sifflet d'arbitre, A5 exécute son engagement. Bon, attends, faut que je me mette au clair de la question. Et lance le ballon en direction de son propre but. Ne touche pas le ballon, glisse tout dans la surface de but. But pour B, non? Okay. Alors, question 19, l'avant-dernière. C'est une question qui fait un peu mal à la tête, là, parce qu'il faut réussir à comprendre ce qui se passe. Donc j'ai A qui marque, l'arbitre siffle, A5 fait l'engagement et lance la balle vers son but. On peut estimer que c'est, pour gagner du temps, quelque chose comme ça, il lance la balle vers son but. Et puis A1 qui est gardien, qui se rend compte qu'il est dans sa zone, qui ne veut pas toucher la balle, il la laisse passer. La balle rentre dans le but. Donc, but contre son camp de A, donc on va dire but de B. Et puis on nous apporte l'élément que les équipiers de A5 avaient franchi la ligne médiane en direction de la surface de but adverse après le coup de sifflet. Là, clairement, dans cette question, on cherche à vous embrouiller. Pourquoi? Puisque les coéquipiers de A5 avaient franchi la ligne médiane après le coup de sifflet, il n'y a aucune irrégularité là-dedans. Voilà. Donc là, on vous apporte cet élément dans le sens, il va y avoir un truc à aller chercher là-dedans. Non, non, il n'y a rien à aller chercher là-dedans. Tout ce qui est dit alors, dans ces trois dernières lignes, je vais essayer de les trouver. Ok, ça, hop là. Moi, ça m'intéresse pas. Alors, voilà, à partir du point ici, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je n'ai pas à m'en occuper puisque il n'y a aucune irrégularité là-dedans. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que j'ai un joueur A5 qui exécute un engagement en direction de son propre but et la balle qui entre dans le but. Réponse qui s'impose, but pour B. C'est un but contre son camp de A, sans aucune irrégularité, donc il n'y a pas de raison de refuser le but. Voilà. Un petit peu, je dirais, piège cette question parce qu'on vous met plein d'infos, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à aller chercher dedans.
Voilà. Réponse but pour B, réponse A. Et on termine avec la question 20. On a un tir, donc un tir à la hanche, qui est dévié avec la partie inférieure de la jambe et qui entre dans le but. Où est-ce que je suis? Je suis là. Oh là là. Qui entre dans le but. Et on nous précise que c'est la deuxième fois que A9 contre un tir avec sa jambe. Donc, encore une fois, une première question à se poser. Est-ce que le but est valable ou non? Autrement dit, est-ce que l'équipe B qui a tiré a commis une faute? Et ici, on n'a pas de mention d'une faute de l'équipe B, donc on doit valider son but. Donc réponse A, but pour B. Maintenant, le petit coco A9, là, ça fait 2 fois qu'il contre un tir avec sa jambe. Donc là, il entre en voie de sanction. Donc on ajoute la réponse C, sanction progressive à l'encontre de A9. Réponse A et C. Voilà, donc on a fini cette série de 20 questions. L'idée de cette correction, de cette vidéo, c'était pas vraiment d'aller chercher les réponses aux questions, c'était vraiment de trouver les éléments méthodologiques qui vont vous permettre d'y répondre. Donc le principal conseil que je vous donnerais sur les situations d'action de jeu, c'est vraiment je différencie la sanction sportive de la sanction disciplinaire. D'un côté, je vais m'occuper de la partie sportive, donc 7 mètres, renvoi, jet franc, but valide. Donc tout ce qui va être séparation 7 mètres, jet franc, on va chercher les éléments du type occasion manifeste de but, joueur démarqué autour de la zone, contre-attaque, qui vont nous amener vers une occasion manifeste de but, donc un jet de 7 mètres. Et si on n'a pas mention de ces éléments-là, on va être plutôt sur un jet franc. Par rapport à la validité du but, c'est ce qu'on a vu dans les 10 dernières questions. Est-ce qu'il y a une faute de l'équipe B, enfin de l'équipe qui marque, pardon, qui peut empêcher le but? Si on a une faute de l'équipe qui défend, mais qu'on n'en a pas de l'équipe qui attaque, il n'y a aucune raison valable pour refuser le but. Donc on va l'accepter. Voilà. C'est ces éléments-là qui vont vous permettre de répondre par rapport à cette question de sanction sportive. Maintenant, par rapport à la sanction disciplinaire, on va être toujours sur les critères, donc les 4 critères qu'on connaît, position du corps touché, partie du corps touché, position du défenseur, intensité, répercussion. Voilà. C'est les 4 éléments qui vont vous aider à répondre. Maintenant, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu, on est un petit peu entre 2 décisions, donc il faut choisir. Et avec l'expérience, vous arriverez à savoir, telle situation, dans le code, telle situation me demande telle réponse. Voilà. C'est un petit peu toute la méthodologie qu'on a vue avant. Et le plus important quand vous traitez une question, c'est vraiment ce qu'on a fait, c'est je relève les éléments importants de la question, qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui ne m'intéresse pas pour répondre. On l'a vu sur la question 19, on avait 3 lignes qui clairement ne nous servaient à rien dans la question, à part à nous embrouiller. Donc il y a déjà un premier tri à faire dans la lecture de la question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été clair dans mes explications, dans mes réponses, et que ça vous permettra d'y comprendre un petit peu plus et de voir un petit peu plus clair dans ces questions de code, et que par la suite, vous aurez de meilleurs résultats sur vos QCM. À très bientôt.